Bonsoir, bonsoir tout le monde, comme je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire sur cette magnifique plateforme qui est Vivo Vojo. J'espère que vous allez bien. Faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous venez, du Québec, d'Antibes, de Lyon, de Nice, soyez les bienvenus. On va passer un moment exceptionnel, comme d'habitude ce soir avec notre hôte Silver. Salut Silver, comment vas-tu ? Coucou Laura, bonjour à tout le monde. Encore une fois, ravi d'être présent sur Vivo Joe, sur ce webinaire. En tout cas, on va passer un bien joli moment ensemble. Je vous rappelle que vous êtes un certain nombre d'inscrits, 3500 inscrits ce soir. Donc, merci encore de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Ça nous fait toujours très plaisir de sentir en tout cas votre présence. Alors, ce soir, eh bien, avec toi, Silver, on va partager un moment assez fort parce que on va axer toute eh bien notre webinaire sur l'émotionnel. Alors, juste petite information, je rappelle que tu es kiné, je rappelle que tu es ostéo du sport, tu as été aussi un enseignant et bien sûr un pratiquant en art martial. Hein, ça a été un moment important de ta vie. Pak Mei Pai, Ouais. qui veut dire le vieux sourcil blanc en chinois. Et depuis une quinzaine d'années, eh bien, tu es un homme de transmission. Aujourd'hui, tu as décidé de devenir auteur, de devenir conférencier international et spécialiste, bien sûr, du changement. Et en fait, tu accompagnes les grands groupes, justement, dans les troubles musculaires qu'ils peuvent avoir. Alors, ce soir, on va justement parler de ces troubles musculaires. On va parler de ces troubles d'articulation, ces troubles articulaires, ce qu'on appelle les fameux TMS. Alors, avant d'entamer, vous savez comment se passe bien sûr aujourd'hui nos webinaires, on va faire du contenu, on va vous donner un maximum d'informations, des conseils très pratiques pour que vous repartiez une fois de plus ce soir avec plein d'astuces pour améliorer votre santé. C'est quand même ça notre objectif aujourd'hui et de pleine conscience. Tu nous rappelles ce qu'on range justement dans cette rubrique TMS. Qu'est-ce qu'on appelle ? Tellement de choses, ces fameux troubles musculo-squelettiques. Alors en effet, pour continuer sur ce que tu as dit, juste pour prolonger un petit peu ce que tu as dit en me présentant, je travaille beaucoup bien sûr sur tout ce qui est prévention des TMS pour ces grands groupes, que ce soit en France ou ailleurs. Et notamment dans le milieu de la santé, où je forme beaucoup de personnel soignant, médecins, kinés, ergo, etc., pour ensuite relayer et transmettre cette prévention, parce que j'ai une vision qui est très différente, on va dire, de ce que sont ces troubles musculo-squelettiques, de ce que peut avoir la médecine classique, on va en reparler. Alors les TMS, c'est quoi ? C'est tout simplement les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire toutes les pathologies, on va dire, qui ont une origine musculaire, que ce soit un torticolis, une tendinite, un lumbago, une lombalgie chronique, enfin bref, etc., un conflit au niveau du poignet notamment, tout ce qui est douleur ligamentaire, canal carpien, etc. Tout ça, ça rentre dans le cadre, dans la grande enveloppe, on va dire, des troubles musculo-squelettiques. Et en fait, on est dans une vision occidentale où on nous dit, et moi je suis confronté à ça quasiment au quotidien, puisque toutes les semaines je suis en présentiel pour ces entreprises, notamment sur ce domaine-là, pas que, je travaille aussi sur plein d'autres domaines, management, etc. Mais bon voilà, beaucoup sur ce domaine. Et je suis confronté sans arrêt au niveau des entreprises à cette vision, on va dire, très occidentale qui nous dit que les TMS sont donc des pathologies multifactorielles, c'est-à-dire qui ont plusieurs facteurs, à composante professionnelle. Je vais juste te dire deux choses par rapport à ce qui est présenté dans la médecine du travail actuellement en France. D'abord, je suis pas du tout d'accord sur cette composante professionnelle. Pourquoi ? Parce que il n'y a qu'un peu plus de 66%, je crois quelque chose comme ça, de gens qui travaillent en France, parmi les plus de 18 ans. Et il se trouve que c'est plus de 90% de la population occidentale qui souffre de TMS. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Et vous en connaissez, tout le monde en connaît, des gens qui ne font pas de gestes répétés, qui ne soulèvent pas de poids, qui n'ont pas de mauvais gestes, de mauvaise posture au travail, qui ne travaillent pas même des fois, et qui pourtant
souffrent de lumbago, de torticolis, de tendinite à répétition, etc. Ça veut dire qu'il y a autre chose Ouais. qui vient générer cette TMS. On a tous eu ça. Soit on en a eu, soit on en a, soit on en aura à un moment donné. C'est un peu des troubles, on va dire, universels, de toute façon, qui concernent tout le monde. C'est pour ça que ce webinaire… C'est le mal du siècle. On dit que les lombalgies sont le mal du siècle, mais en fait, le mal du siècle, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Ça touche, encore une fois, comme tu dis, plus de 90% de la population occidentale a eu, a ou aura des TMS, de toute manière. Pourquoi? Parce que il y a plein de mécanismes qui viennent. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose que je voulais dire concernant ces TMS, c'est que, ces fameux TMS, c'est que on a coutume de dire en médecine que ce qui va générer les TMS, ça je le vois régulièrement dans les feuilles, les affiches, etc. de la médecine du travail, c'est notre geste répété, la posture, etc. qui génère les TMS. Qu'en deuxième intention, c'est-à-dire moins important que le geste, la posture, etc., c'est l'organisation dans le travail qui va générer les TMS. Qu'en troisième intention, encore moins important que tout le reste, c'est ce qu'on appelle nos profils, on va dire psycho-émotionnels. Les profils psychosociaux, c'est-à-dire le stress au travail, les conflits dans le travail, les relations à l'autre, la relation avec soi-même, l'estime de soi, etc., etc., etc. Et qu'en toute dernière intention, c'est notre santé, notre sexe, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ces quatre approches-là, sauf que pour moi, elles sont absolument dans l'autre sens. C'est-à-dire que la première chose, on va en reparler, qui va générer les TMS, ce sont nos conflits émotionnels. La deuxième chose, ça va être le terrain, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la santé, etc., comment on gère notre corps. La troisième chose, c'est l'organisation. Et en tout dernier, mais vraiment le moins important, à la limite, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est le geste, la posture ou la répétition, etc. C'est-à-dire le facteur déclencheur. Et je prends juste un exemple pour que vous compreniez. Et tous les ostéopathes, tous les kinés pourront venir conforter ce que je dis. On a en cabinet d'ostéopathie, on a beaucoup, la pathologie qui revient le plus fréquemment, les pathologies, ce sont les tendinites et puis ce sont surtout les lombalgies ou les lumbagos. Et dans les lumbagos, beaucoup de gens, quand on leur dit, mais comment vous vous êtes fait ce lumbago? Vous avez fait un mauvais geste, vous êtes penché. Les gens vous disent, non, pas du tout. J'ai juste reçu une mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle qui a déclenché le lumbago. La contrariété qui a déclenché le lumbago, c'est-à-dire l'émotion qui a déclenché le lumbago. Donc, on va revenir sur cette vision des TMS. Bien sûr, sur ces chocs émotionnels. Petite parenthèse, juste pour les personnes qui nous écoutent ce soir, je vous rappelle que vous allez pouvoir poser bien évidemment toutes vos questions. Je les prendrai d'ici 40-45 minutes environ. Alors, il n'y aura pas évidemment de consultation privée, et ça c'est très important que je vous en fasse part, parce que ça fait partie. On va vous donner des conseils, on va vous donner plein de petites astuces, mais pas de consultation privée. On peut pas le faire. Vous êtes déjà trop nombreux, et en plus, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Je préférais quand même vous faire part de ça. Il y a quand même un chiffre, je voudrais qu'on revienne dessus. Tu as parlé de 90%, ce qui est un chiffre absolument énorme, mais en revanche, il y en a un autre qui est intéressant, c'est qu'en moins de 10 ans, les TMS ont augmenté de 60%, ce qui est absolument énorme. Comment t'expliques ce chiffre aujourd'hui? Alors d'abord, j'explique, encore une fois, les TMS sont très liés au schéma émotionnel. Et il se trouve que ces dernières années, il n'y a pas que les TMS qui ont flambé, qui ont augmenté, il y a toutes les pathologies qui sont liées au process inflammatoire. Je reviens à cette fameuse métaphore que j'adore, que j'avais entendue de la part de Wayne Dyer, du pouvoir de l'intention, lors d'une de ses conférences à Boston, je crois que c'est à Boston. Wayne Dyer parlait de la métaphore de l'orange. Quand on prend une orange et qu'on la presse, j'ai déjà dit en webinaire, quand on prend une orange et qu'on la presse, il ne va sortir de cette orange que ce qu'elle a intrinsèquement en elle, c'est-à-dire du jus d'orange. Il ne sortira jamais du jus de fraise. Quand on prend quelqu'un qu'on le met sous pression, il ne pourra sortir de cette personne que ce qu'elle a intrinsèquement en elle. S'il sort des TMS, c'est-à-dire s'il sort des inflammations ou du mal-être, c'est que ces inflammations et ce mal-être, cette personne les a déjà intrinsèquement en elle. Les autres, les événements, les émotions ne sont que le presse agrume qui va venir faire ressortir. Or, il se trouve qu'il y a eu une recrudescence ces 10-15 dernières années d'énormément de pathologies qui sont liées à ces process inflammatoires. Il n'y a pas que les TMS,
une recrudescence des cancers, une recrudescence des pathologies inflammatoires, etc., etc. Et la plupart des pathologies, que ce soit des infarctus, que ce soit des cancers ou que ce soit autre chose, sont très souvent liées à ce qu'on appelle un stress cellulaire. Et il y a plein de choses qui ont généré, notamment les modifications dans nos modes de vie, les modifications dans nos modes alimentaires, les modifications de notre capacité d'adaptation à toutes ces contraintes émotionnelles, environnementales, sociétales, posturales, notre capacité qui a diminué, les problèmes d'hydratation. On peut en reparler de tout ça. Il y a plein de choses qui sont venues aggraver petit à petit. Pourquoi? Parce que la gestion que l'on a pour la plupart des gens de notre être, c'est-à-dire de la base de notre pyramide, je reviens toujours sur la pyramide bouddhiste, 3 niveaux, la pyramide, notre construction pyramidale. On y construit. La base, c'est la physiologie, le deuxième niveau, l'émotionnel, et le troisième, la spiritualité. Et pour pouvoir, encore comme je dis toujours, pour pouvoir être dans cette spiritualité, c'est-à-dire dans l'amour du grand tout, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même émotionnellement, donc se comprendre émotionnellement. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et comment pouvoir s'aimer émotionnellement si on passe son temps à se maltraiter physiologiquement? Et c'est cette maltraitance physiologique qui a été boostée ces dernières années, avec notamment, si je te donnais un chiffre, juste pour qu'on comprenne, l'utilisation, juste un chiffre comme ça, l'utilisation des produits phytosanitaires entre 1985 et 2015. C'est passé de 4600 tonnes dans l'agriculture française. C'est passé de 4600 tonnes par an d'utilisation à 66 000 tonnes par an. Forcément, ça finit dans nos assiettes. Forcément, ça finit dans nos corps. Et les produits phytosanitaires, notamment ces produits avec ces chambouleurs, on va dire, endocriniens, ces perturbateurs endocriniens, ces pesticides et autres, vont forcément venir enflammer, venir irriter tout notre système physiologique. Et dès lors qu'on est enflammé, dès qu'on nous met sous pression, et bien forcément, ça s'exprime. Et donc, ça s'exprime au travers de burn-out, de stress, de mal-être ou tout simplement de troubles musculo-squelettiques. Je voudrais juste que tu reviennes, parce que ça c'est intéressant, tu nous as partagé déjà la manière finalement de traiter les TMS version allopathique. Est-ce qu'on peut, c'est vraiment cette version-là dont tu as parlé tout à l'heure, avec les quatre facteurs. Et ta version à toi, où tu es plus sensible, en tout cas à cette version-là, ta manière de traiter les TMS, plutôt version médecine, j'ai envie de dire holistique. Médecine quantique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la médecine quantique, la médecine holistique, c'est-à-dire la médecine globale, la médecine qui tient en compte, on va dire, le plus de paramètres possibles, qui soient émotionnels, énergétiques, physiologiques, métaboliques et autres. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une vision qui est, encore une fois, je reviens sur cette vision, c'est-à-dire que pour pouvoir déclencher, faire une pathologie, mais quelle qu'elle soit, là on parle des TMS forcément, mais que ce soit un trouble, elles sont toutes liées à des process, vous l'avez compris, à des process inflammatoires. Que je parle de TMS, d'infarctus ou de cancer, c'est toujours lié à un process inflammatoire cellulaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. TMS, dès qu'on va nous mettre sous pression mécanique, physique, posturale, émotionnelle, boum, le TMS va s'exprimer, l'inflammation va s'exprimer. Et puis, des cellules, dès qu'elles vivent un état inflammatoire, forcément, je prends l'exemple des cellules cancéreuses, on le sait, elles ne peuvent se développer que si les cellules sont enflammées. Or, l'inflammation cellulaire, ce stress cellulaire va venir permettre la mise en place de pathologies. Donc, on parle des TMS, mais il n'y a pas que les TMS. Et donc, pour pouvoir déclencher une pathologie, quelle qu'elle soit donc cancéreuse, cardiopathique ou trouble musculo-squelettique, il faut qu'il y ait 3 vecteurs. Je vais les donner dans l'ordre, on va dire, du moins important au plus important, qui est à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure dans la médecine allopathique, qui le met donc du plus important. Si j'étais dans une discussion allopathique, je vous dirais du plus important au moins important. Là, je vais vous dire du moins important au plus important. Le moins important de tous les vecteurs, le facteur déclencheur. Par exemple, une tendinite à l'épaule ou au coude, en médecine allopathique, on nous dit que c'est la répétition dans le geste qui fait la tendinite. Et que si on répète, on fait. D'ailleurs, quand quelqu'un a une tendinite et qu'il est arrêté par la médecine du travail, pendant un certain temps, on lui dit de ne plus répéter le geste, de mettre au repos pour ne plus avoir la tendinite et de se traiter en anti-inflammatoire, etc., etc. Donc, c'est le geste. Ça, c'est le premier.
le moins important donc pour moi. Le deuxième vecteur qui est plus important que le geste et sans lequel il ne peut pas y avoir de TMS, c'est le terrain. Il faut que le terrain favorise ces TMS-là. Et vous allez comprendre qu'il y a un lien énorme entre le deuxième et le troisième niveau, c'est-à-dire entre le terrain et le troisième vecteur. Le terrain, s'il n'y a pas un terrain qui favorise, je prends un exemple, une caissière qui répète un geste, elle va le répéter, sur un terrain bien hydraté, elle ne fera jamais, jamais, au grand jamais de TMS s'il n'y a pas l'émotion derrière. Par contre, si elle est sur un terrain déshydraté, là, c'est une autre paire de manches. Et là, dès qu'elle va commencer à répéter, pouf, la répétition sur un muscle et un tendon déshydraté, l'inflammation va se mettre en place très rapidement. Et à la limite, même si elle ne répète pas le geste, rien que le terrain déshydraté va faire que, au bout d'un moment, ça va s'enflammer. Juste quand tu parles troisième. Arrête 2 secondes parce que c'est intéressant. Quand tu parles de terrain, hydraté, déshydraté, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la notion de terrain? On voit bien que l'hydratation, c'est parti, mais. Alors, il y a plein de choses. Il y a les vecteurs qui vont générer les inflammations cellulaires. Je t'ai dit, après, c'est le principe de l'orange qu'on va presser. Nous sommes des oranges en puissance. On va dire. Les contraintes, elles ne sont que le presse-agrumes. Ça, on l'a bien compris. Les choses qui vont venir enflammer nos systèmes, on va dire, il y en a plusieurs. Il y a la carence en eau, l'hydratation. Et non seulement, je vais aller plus loin, mais ça, j'en parlerai dans un prochain webinaire, puisqu'il y aura d'autres webinaires par rapport à ce sujet-là, qui sont tout aussi passionnants les uns que les autres. Je parlerai non pas que de la quantité d'eau, mais aussi de la qualité de l'eau, de cette eau moléculaire, structurée ou pas structurée, de l'eau que l'on mange, de l'eau que l'on boit, de l'eau que l'on avale, de l'eau que l'on met, etc., etc. Donc, il y a cette hydratation. Et puis, il n'y a pas qu'hydratation, il y a l'oxygénation, il y a la respiration. C'est passionnant, la respiration, quand on comprend l'impact d'une hypoxie, c'est-à-dire d'une carence en oxygène sur les process inflammatoires, c'est fondamental, c'est énorme. Et puis, il y a aussi, après, derrière, l'alimentation. L'alimentation avec des sujets sur ce terrain, avec l'alimentation. Mais on en reparlera de tout ça. L'alimentation avec des sujets tels que l'acidose cellulaire, les terrains, les déséquilibres acido-basiques, avec les hypercortisolémies, c'est-à-dire les alimentations qui vont générer un pic insulinique et donc rétroactivement un pic de cortisol. Le cortisol, cette fameuse hormone qui est l'hormone du stress, émotionnel mais cellulaire surtout. Qui va générer des process inflammatoires. Et la plupart des gens n'en ont même pas conscience, c'est qu'ils sont en hypercortisolémie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? L'aspect toxinique aussi qui va venir, les 4600 tonnes de pesticides, 66 000 tonnes de pesticides, ça, ce sont des toxines, etc., etc. Et puis, comme j'ai toujours, je reprends un peu la phrase de Coluche qui disait, bon, on pourrait plus le dire maintenant, mais je le dis quand même, c'est pas grave, il y a les petits, il y a les cons, et il y a les gros. Et puis, il y a les petits cons et gros, et pour eux, ça sera très dur. Ça, c'était Coluche qui disait ça. Et moi, je dis, il y a des gens qui sont déshydratés, il y a des gens qui sont hypertoxiniques, il y a des gens qui sont en acidose ou en hypercortisolémie. Et puis, il y a les déshydratés, hypertoxiniques, voilà, et qui sont hypercortisolémiques, toxiniques, etc. Et pour eux, ça sera très dur. Ouais. C'était juste on en rigole. Ouais, c'est ça le terrain. Voilà, c'est ça. C'était important pour que les gens comprennent bien. Donc, merci. C'est tout ça le terrain. Dans ton raisonnement, mais c'est important pour moi que tu comprennes bien ce que tu entends, toi, par le terrain. Terrain, c'est comment notre corps s'adapte physiologiquement à ces contraintes-là. Donc, ça, c'est le deuxième. Il y a eu le geste, il y a eu le terrain, et troisième, ou le premier d'ailleurs. Non, c'est le premier, on va dire prioritaire. Le troisième cité, mais le premier, le plus important dans tout ça, c'est ce qu'on appelle le conflit émotionnel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un conflit émotionnel derrière, il ne peut pas y avoir de troubles musculo-squelettiques, il ne peut pas y avoir de pathologie en général. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience et qui va être à l'origine d'une vision, on va dire, différente de la gestion de notre être. C'est-à-dire qu'on le sait, 95 à 98%, 95 à 98% de nos pathologies, de notre physiologie, de notre vie est liée à nos schémas émotionnels inconscients. Et c'est fondamental d'en prendre conscience. Le lien entre cette physiologie, c'est-à-dire ce terrain, et les émotions derrière,
bah, c'est toute la neurophysiologie, le système neuro-hormonal. On en reparlera dans d'autres webinaires. C'est le système facial. Enfin bref, c'est tout ça, on en va reparler. Mais ce sont les émotions, les conflits émotionnels. Et quand on parle de conflits émotionnels, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que les conflits personnels dans notre vie à nous. Il y a aussi ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et on le sait, ça a été prouvé scientifiquement, et tous les scientifiques sont tombés d'accord là-dessus, que au travers de la mitose-méiose, de la mémoire de l'eau, on est quand même composé de 99,1% d'eau moléculaire, au travers de la mitose-méiose et de la mémoire de l'eau cellulaire, moléculaire, juste un petit chiffre comme ça, on n'en a pas conscience. On a 100 000 milliards de cellules dans notre corps. Chacune de nos cellules est composée de 22 milliards de molécules d'eau. Je vous laisse calculer le nombre de molécules d'eau qu'on a dans le corps, qui est une structurée qui transmet l'information au travers d'une triple liaison hydrogénée, mais j'en reparlerai plus tard dans un autre webinaire, c'est passionnant. Mais au travers de ça, eh ben, on sait que jusqu'à 7 générations en arrière, une mémoire familiale se transmet, et d'autant plus si on est sur les mêmes rangs de fratrie. C'est les rangs de fratrie, c'est les rangs de naissance. Je suis premier, je suis deuxième, je suis troisième. Je suis quatrième, c'est comme si j'étais premier. Je suis cinquième, c'est comme au même rang que deuxième. Je suis sixième, c'est au même rang que troisième. Ça, de 3 en 3. Et quand on est sur certains rangs de fratrie, d'où l'importance de savoir dans sa lignée, ce qui s'est passé, mais surtout de connaître son rang de fratrie, savoir s'il y a eu des fausses couches, savoir s'il y a eu des problèmes de grossesse avant notre naissance à nous, etc., pour connaître exactement notre rang de fratrie. Et ben, ces mémoires sur les mêmes rangs de fratrie vont déclencher les mêmes pathologies si le cerveau refait une relecture, on va dire, liée à un événement qui vient stimuler une émotion qui a été transmise, et le cerveau va juste refaire une relecture. Et dès qu'il va refaire une relecture, forcément, ben, il va le faire s'il ne peut pas l'exprimer au travers des mots, des pensées conscientes. Si ça bascule dans l'inconscient, c'est le corps qui va l'exprimer au travers de sa physiologie, et le corps va chercher une solution pour résoudre ce conflit. On a compris à travers ton raisonnement que nos émotions, forcément, agissent sur les processus inflammatoires. Et je crois que ça, c'est quand même essentiel de comprendre que finalement, l'émotionnel vient influer finalement toute notre mécanique. Donc moi, ce que j'aimerais avec toi, c'est qu'on prenne des exemples et que tu nous décodes, parce que ça, là, je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui nous écoutent. Bien sûr. Décode, par exemple, si on a une tendinite, par exemple, si on a un torticolis, que tu nous décodes émotionnellement ce que ça pourrait signifier. Est-ce que c'est OK pour toi, ça? Ah, mais tout à fait, tout à fait. Donc, je reprends l'exemple de la tendinite. La tendinite. Tout le monde. Enfin, alors, oui, le torticolis. Je pense que le torticolis, tout le monde en a eu un. Donc, c'est bien des exemples. Alors, les trois choses les plus fréquentes, les trois choses les plus fréquentes, ce sont les tendinites. Oui. C'est le fond de commerce des cabinets de kiné, les tendinites. Tu connais bien ça. Mais je vais parler surtout des tendinites pour une simple et bonne raison, c'est que des tendinites, on peut en avoir à différents niveaux. Donc, il y a une émotion qui est commune à toutes les tendinites, qui est en fait commune au process inflammatoire. Et surtout, après, cette émotion-là qui est commune à tous les process inflammatoires, elle va être déclinée en fonction de la localisation de la tendinite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une tendinite, par exemple, au coude, ici, aux épicondyles, ce qu'on appelle les épicondylites, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui a une tendinite au long biceps de l'épaule droite, ou quelqu'un qui a une tendinite, par exemple, au tendon d'Achille, ou une tendinite au genou. Ce sont des symbolismes, on va dire, différents. Donc, alors encore une fois, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, je ne pourrais pas ce soir, et je ne veux pas faire de consultation, de résolution, d'explication par rapport à des pathologies parce que on est tenté, quand on est sur un webinaire comme ça, de dire, ben moi je souffre de là, qu'est-ce que ça veut dire, etc., j'ai telle pathologie. Je peux pas le faire, d'abord parce que ce n'est pas le but, l'objectif, et puis surtout, je vais dire quelque chose de très important, c'est que quoi que je puisse dire aujourd'hui, et cette vision que je vais vous donner, c'est ma vision, c'est la vision que bon nombre de thérapeutes
ont, qu'ils soient homéopathes, ostéopathes ou autres, hein, ou éthiopathes. J'expliquerai tout à l'heure, j'ai vu passer la question, la différence entre un ostéopathe et un éthiopathe, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est pas enseigné dans le même pays. L'éthiopathie, c'est en Suisse et l'ostéopathie, c'est ailleurs. On a tous cette vision-là, mais ce n'est que notre vision à nous tous. Ce n'est pas la vision de la médecine allopathique, forcément. Et donc, je vais juste dire une chose, c'est que quoi que vous ayez comme pathologie, même si je vous donne des explications, etc., cela ne vous soustrait en rien à la consultation chez votre médecin traitant, qu'il soit allopathe ou homéopathe ou autre. Hein, voilà. Mais de toujours avoir l'avis de votre médecin. Ouais. Ça, c'est clair, quelle que soit la pathologie. Ouais, merci pour cette précision. On l'a dit déjà au démarrage, mais je crois que c'est important effectivement. C'est important de le préciser. Avec ces mots, parce que effectivement, il n'y aura pas de consultation privée. Et je pense que c'est intéressant, en revanche, d'aller voir, parce que c'est un démarrage en fait, démarrage de décodage. C'est-à-dire qu'on revient sur la tendinite. Déjà, ça se termine en it, et moi j'avais entendu, voilà. Donc je te laisse. Tout ce qui est en it, que ce soit tendinite, que ce soit bronchite, rhinite, pharyngite, colite, cystite, cellulite, mesdames, tout ce qui est en it, tout ce qui est inflammatoire, c'est toujours lié à une émotion qui est récurrente, qui est la colère. S'il n'y a pas de colère en soi, il n'y a pas de process inflammatoire. Le problème, c'est que les gens, moi je le vois en cabinet, ou je le vois quand je suis notamment dans les entreprises et que je fais des formations en présentiel, quand je dis aux gens, on va quand même aller voir concernant la colère, est-ce qu'il y a quelque chose? Et les gens me regardent et me disent, moi de la colère? Ah non, pas du tout, j'ai aucune colère en moi. Et certaines personnes à côté me disent, mais comment se fait-ce qu'ils vous disent qu'il n'a aucune colère alors qu'il est bourré de process inflammatoires? Et je leur réponds, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que s'il avait conscience, si cette personne avait conscience qu'elle a cette colère en elle, son corps ne l'exprimerait plus au travers de ces process inflammatoires, puisque c'est dans la conscience. Ce qui fait que justement son corps l'exprime, c'est la résolution du conflit, c'est que cette colère, liée à un vecteur X, Y, Z, par rapport à la mère, au père, au féminin, au masculin, à l'action, etc. Enfin, peu importe. Hein. Cette colère, elle est dans le domaine de l'inconscient. Et donc, c'est justement parce qu'elle est dans le domaine de l'inconscient que le corps n'a pas d'autre solution pour résoudre et pour exprimer cette colère-là. S'il ne peut pas l'exprimer consciemment, il va l'exprimer au travers de la physiologie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le décodage biologique, la psychobiologie, c'est-à-dire l'analyse biologique du conflit émotionnel. Alors, revenons sur c'est la colère. Revenons sur tendinite, c'est la colère. Donc, on termine la colère, ok. Mais autre chose, est-ce que tu souhaites nous est-ce que après, oui. Des endroits? Ah oui, absolument. En fonction de là où on va le faire. Par exemple, les épicondylites. Je prends un exemple, le coude. Ici, ok. Les épicondylites, par exemple, c'est la colère liée à l'action. Je prends un exemple, on est droitier ou on est gaucher. Si je suis droitier, par exemple, on va dire que je suis droitier, d'un côté, du côté droit, l'épicondylite, ça va être je dois faire quelque chose. On m'impose de faire quelque chose, mais je ne veux pas le faire. C'est-à-dire que je suis dans l'opposition. Et par rapport à ça, bien sûr, j'ai de la colère, hein, toujours avec la notion de colère derrière. Donc, je dois faire, mais je ne veux pas. Et si, par exemple, c'est la tendinite à gauche, côté féminin, donc, du coup, parce que je suis... À ce moment-là, ça va être je veux faire, mais je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas parce que j'ai d'autres choses. Donc, c'est prendre conscience qu'on a cette colère par rapport à l'action, par rapport au fait de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir le faire. Bien sûr, si on est gaucher, c'est inversé, c'est dans l'autre sens. Mais c'est de la colère qui est liée à ça, qui est liée à cette opposition, on va dire. Ça, c'est par exemple l'épicondylite. Si je prends un autre exemple, une tendinite, par exemple, une thalalgie, tendon d'Achille, ou une aponévrotite. Mais je vais parler du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est quoi? C'est le tendon qui est au bout donc du triceps sural, c'est-à-dire des mollets, et qui vient s'insérer sur un os du pied qui s'appelle le calcanéum. Le rôle de ce muscle-là, dans notre, on va dire, subconscient, dans notre système
on va dire, central, son rôle, c'est quoi? C'est de nous mettre sur la pointe des pieds, c'est-à-dire de propulser le pas, la propulsion. Par contre, c'est de mettre sur la pointe du pied, c'est-à-dire de pousser le talon et le pied vers le haut, ce qu'on va faire quand on va marcher. C'est-à-dire d'éloigner le pied de la terre. Or, en symbolisme, pour notre cerveau, la terre représente quoi? La terre, c'est la terre nourricière, on l'appelle la terre-mère. Ça représente le féminin, ça représente toute la féminité, c'est-à-dire la mère, le féminin, tout ce qui va être dans le yang, on va dire. Et tous les conflits qui sont liés à ces conflits donc de je veux m'éloigner, mais je n'y arrive pas, vont se traduire, pour le corps, s'ils ne sont pas dans cette conscience, vont se traduire par un conflit à ce moment-là, localisé dans cet endroit-là, qui est donc un conflit inflammatoire. Parce que, bien sûr, ça génère toujours pareil de la colère en moi, de ne pas pouvoir y arriver. Et de vouloir, mais de ne pas pouvoir y arriver. Donc, c'est cette colère. Donc, tu vois qu'en fonction de le genou en général, les gens qui ont des tendinites au genou, il y en a plein, hein, tendinites au genou. Le genou, c'est quoi? Le genou, c'est tout simplement l'acceptation. Le genou, c'est alors, pour certains, c'est lié à la mer, c'est lié au sport, à la spiritualité, à l'obéissance, mais c'est surtout un conflit d'obéissance. C'est la position du chevalier servant. C'est quand on plie le genou pour accepter l'autorité. Je dois ployer, je dois me soumettre, je dois plier, je dois abandonner le combat. Ça, c'est le conflit du genou. Je n'arrive pas à m'opposer à ça. Et ça génère de la colère en moi. Donc, c'est important d'en prendre conscience parce que tant qu'on n'en prend pas conscience, je prends un exemple. Moi, j'étais je courais beaucoup. J'habitais à Annecy. J'habitais à Annecy, là, j'ai déménagé, j'habitais à Annecy, au bord du lac. Et donc, je courais beaucoup au bord du lac. C'est un endroit propice pour pouvoir courir. Et je courais. J'ai jamais fait de thalalgie. J'ai les pieds pleins, j'ai été creux, mais j'ai des semelles, etc. Mais je n'ai jamais fait de thalalgie. Thalalgie? Et puis, thalalgie, c'est-à-dire tendinite du tendon d'Achille. D'accord, ok. Des algies au niveau du tendon d'Achille. D'accord. Et donc, c'est toujours bien passé. Et puis un jour, je courais comme d'habitude. J'ai juste un petit peu accéléré, donc j'ai un petit peu plus sollicité. Mon terrain est relativement bon, on va dire. Mais peut-être que là, j'avais fait peut-être des excès alimentaires, donc j'avais peut-être acidifié mon terrain. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, j'ai fait une tendinite du tendon d'Achille. Que j'ai gardé, j'ai eu beau me mettre au repos, etc., traité, je suis kiné, je faisais des TENS, j'ai un appareil chez moi de TENS que je mettais, etc., donc de physio. J'avais beau faire ça, ça passait pas. Et là, je me suis dit, tu sais, comme toujours, hein, on voit la brindille qui est dans l'œil des autres, mais on voit jamais la poutre qui est dans ses propres yeux. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Sylvain, tu vois chez les autres, mais chez toi, qu'est-ce qu'il y a là d'un point de vue émotionnel? Et là, j'ai quitté, je dis, c'est bon, conflit à la mer. Les non-dits. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un acte symbolique. On en parlera pour libérer les émotions de ce fameux acte symbolique. J'ai fait un acte symbolique, une lettre qui passait par l'écriture, et ma tendinite a disparu, mais quasi en moins d'une semaine, ça a été fini, éradiqué. Pourtant, j'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai repris le running, etc. La tendinite a été à partir du moment où c'est revenu en conscience. Parce que le problème des émotions, Laura, c'est que pour pouvoir les libérer, pour pouvoir travailler sur ces émotions, il faut déjà en prendre conscience. Le rôle de ce webinaire, c'est de vous mettre ça en conscience. Absolument. Après, une fois qu'on en a pris conscience de ces émotions, il faut les accepter. D'abord, il faut les reconnaître, puis après, il faut les accepter, c'est-à-dire ne pas être dans le déni de ces émotions. Or, beaucoup de gens, style, vous avez un peu de colère en vous. Moi, de la colère, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans on est tous comme ça, dans le déni émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas nos émotions. On ne les accepte pas. Donc, les accepter, les reconnaître, puis une fois qu'on les a reconnus, les accepter. Et une fois qu'on les a acceptés, il faut les libérer. Je vais vous parler des trois ce soir, c'est-à-dire comment, principalement, les reconnaître, les accepter, c'est-à-dire en toute humilité, sans aucun jugement, parce que notre problème qui fait qu'on ne les accepte pas, c'est quoi? C'est notre estime de soi, le jugement qu'on porte sans arrêt sur tout, sur les autres, mais surtout sur nous.
au quotidien, qui est très judéo-chrétien, hein, ce jugement. C'est Adam et Ève, c'est la pomme. Et donc, c'est ancré dans notre mémoire collective. Et on a beaucoup de mal à s'en défaire de tout ça. Donc, lever cette notion de jugement, comme disait Don Miguel Ruiz, je ne juge pas. Deuxième, je crois que c'est le deuxième accord Toltec. Et donc, pas de supposition, pas de jugement, le troisième accord Toltec. Et donc, c'est vraiment accepter ces émotions, lever le jugement. Et une fois qu'on a accepté ça, c'est faire en sorte de s'en libérer. La libération consciente émotionnelle ou la libération par du symbolisme, des actes symboliques. On va revenir bien sûr. Tout ce qui est expliqué dans la formation dont on parle tout à l'heure. Bien sûr, dont on va parler tout à l'heure, bien évidemment. Je voudrais quand même qu'on reprenne quelques exemples, parce que je pense que ça intéresse vraiment les gens qui sont... Il y en a plein. Vas-y, demande-moi, pose-moi sur des endroits. Tu vois, peut-être le torticolis, je pense que ça, voilà, tout le monde a eu un torticolis au moins une fois dans sa vie. Torticolis et peut-être la lombalgie. Alors, torticolis, lombalgie, ça va dépendre des niveaux. Okay. Parce qu'on a plusieurs vertèbres et globalement, le torticolis, je vais aller très simplement pour que les gens comprennent. Oui. Le torticolis, c'est des spasmes des muscles en fait. Alors, c'est très rigolo parce que le torticolis, c'est un spasme de ce qu'on appelle des sternoclédomastoïdiens, c'est-à-dire de ces muscles-là, qui sont là et là, qui partent de l'occiput et qui viennent devant sur l'insertion sternale antérieure, enfin, clavicule sternum. Et donc, ces muscles-là ont physiologiquement exactement, mais je dis bien exactement, la même direction et la même physiologie que nos psoas, qui sont les muscles qui viennent créer les lombalgies. Donc, le torticolis, c'est quoi? C'est des spasmes de ces muscles qui vont empêcher la tête de tourner. C'est quoi? C'est un conflit de direction. C'est-à-dire qu'on m'impose, je veux en même temps aller d'un côté, mais en même temps, je vais aller de l'autre, mais je peux pas. Okay. Et donc, du coup, ça génère de la colère. Merde, pardon. Mince, pourquoi je peux pas aller là et là? Faut que je choisisse. J'ai un choix à faire. Je vais aller, non, faut que je vais aller, non, je vais aller. Ah, qu'est-ce qui fait le corps? Pour plus qu'on ait à se poser la question et pour plus qu'on ait de choix à faire, bram, il verrouille. Je peux plus aller ni d'un côté ni de l'autre. Comme ça, il n'y a plus de soucis. Je me pose même plus la question. Donc, c'est vraiment un conflit qui est lié à cette direction, un conflit de direction. Les lombalgies, par exemple, ça va être un conflit très différent. Les lombaires, c'est quoi? C'est la structure. Comme la colonne vertébrale, en général, c'est la structure. C'est l'assise au niveau des lombaires. C'est ma position. C'est ma structuration. Et le rachis lombaire, c'est toujours les lombalgies, hormis l'aspect physiologique et l'aspect, on va dire, terrain, qui est donc le psoas, les toxines, etc., etc. Ça, c'est le terrain, encore une fois. Des hydratations avec les disques, on en reparlera. Il y a plein de choses à dire là-dessus. On en parlera plus tard sur le terrain. Mais l'aspect émotionnel, c'est quoi? C'est un conflit de dévalorisation. Qui est un conflit de dévalorisation, soit lié à, on va dire, ma posture en tant que humain, c'est-à-dire au sein de la famille. Je n'ai pas, on va dire, je n'arrive pas à assurer, on va dire, dans mon rôle de père ou de mère, peu importe, et je n'apporte pas ce que je devrais apporter. Par exemple, une femme, je prends un exemple, hein, ou un homme qui se retrouve au chômage ou qui ne travaille plus, et qui inconsciemment a ce conflit par rapport, parce qu'il voit la situation familiale qui commence à s'effriter, etc., c'est quasi systématique. Poum, il va se faire, s'il ne le sait pas, s'il n'en a pas conscience et s'il n'est pas dans l'acceptation que ce conflit émotionnel peut générer, c'est-à-dire s'il est dans le déni, inéluctablement, il va dans le mur, c'est-à-dire qu'il va directement vers la lombalgie, vers le lumbago. Donc, c'est vraiment la structure par rapport à la dévalorisation par rapport à la structure. La cruralité. Si on descend, ouais. Vas-y. Si on descend plus bas, ça va être comment dire, plus lié, c'est-à-dire sur L5, S1. Donc déjà, on est dans les territoires sciatiques. Hein. L5, S1, sacrum. Donc tout le sacrum, S1, S2, S3, S4, S5. La région iliaque. Là, on est dans des conflits de dévalorisation, plutôt qui sont des dévalorisations. Alors, je vais utiliser le terme entre guillemets,
des dévalorisations plutôt orientées sexuelles. Mais quand je parle de dévalorisation, ce n'est pas que dans la sexualité pure, hein. Ça peut être aussi dans la relation de couple ou dans le sacré. Dévalorisation dans le sacré. Le sacré, donc le sacrum, hein, L5, S1, sacro, iliaque, etc., etc. C'est tout ce qui est sacré. Le sacré, c'est aussi tout ce qui est sacral, c'est-à-dire ça peut être aussi par rapport à la religion, par rapport à la féminité, par rapport à plein de choses, hein, par rapport à la femme, à la féminité. Donc, il n'y a pas que l'aspect sexuel de la chose. Il y a aussi l'aspect, on va dire, sacré dans sa globalité. Voilà. Et c'est toujours dans cette notion de dévalorisation. Voilà. On nous demande, bon, je reprendrai bien sûr toutes les questions tout à l'heure, mais bon, comme on est quand même dans le décodage symbolique, émotionnel, la cruralgie. La cruralgie, je me permets de faire Comment, pardon? Il y a eu plusieurs questions, donc c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'aller voir un petit peu là-dessus aussi. Les cruralgies, c'est une atteinte neuro qui va venir entraver, on va dire, la physiologie, la fonction de la hanche. Ça vient toucher toute la partie antérieure donc il y a toujours de la cuisse. Il y a toujours le point de départ qui est le point de lombaire, toujours lié à cette notion de dévalorisation qui est liée à la structure et à l'assise, etc., etc. Mais plus dans le domaine et dans l'ordre de l'action, c'est-à-dire je dois agir, je dois avancer, mais j'y arrive pas. Je dois aller de l'avant, mais j'y arrive pas. Ou je ne veux pas ou je ne peux pas y arriver. Et j'ai des conflits qui sont liés à ça, c'est-à-dire qu'on me demande de réaliser quelque chose, mais j'y arrive pas. Et à partir de là, mais dans ma structure, toujours dans cette notion de structure d'assise, de structuration de l'humain. Et à partir de là, dès que on me demande je veux mais je peux pas, il va y avoir dans le domaine, dans le sens du mouvement, on va dire, il va y avoir à ce moment-là une atteinte neurale derrière. Ouais, c'est passionnant. Alors, on pourrait évidemment prendre toutes les. Mais bon, il y en a plein, voilà, il y en a plein. Ouais. Je peux vous en donner. On va pas parler de tous les troubles. En revanche, si dans le chat vous avez envie juste de nous donner un ou deux troubles. Je vais donner quelque chose quand même de supplémentaire parce que ça touche de plus en plus de gens. Ouais. Vraiment de plus en plus de gens. J'en entends de plus en plus parler. Et là, ça a été la cruralgie qui est revenue souvent, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas dans le chat qu'il n'y ait pas cette notion-là. C'est la notion de fibromyalgie. Oui. C'est une pathologie qui touche de plus en plus de personnes. Et la fibromyalgie, il faut bien comprendre pour toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie que la fibromyalgie nous parle de souffrances qui sont des souffrances très profondes qui viennent de l'enfance. Ce sont les enfants qui ont des forts tempéraments, c'est-à-dire qui sont solides émotionnellement, mais qui ont dû s'écraser pour survivre, c'est-à-dire qui ont appris à se taire, à ne pas être eux-mêmes en fait. Et c'est devenu, en fait, c'est ce qu'on va dire une habitude de vie, c'est devenu une habitude du compromis. C'est l'alternance, on va dire, entre la soumission et la révolte. Je dis pas ce que je ressens, mais ni enfant ni adulte, c'est devenu une habitude de ne pas exprimer ce qu'on ressent. C'est le sentiment d'être, pour les enfants, d'être en grand danger. C'est-à-dire, si je ne me tais pas, si je m'écrase pas, ben je meurs. Je meurs physiquement ou je meurs émotionnellement. C'est-à-dire, je me fais laminer. Et il peut y avoir, mais donc apprendre avec après tout, c'est pas le cas pour tous, mais il peut y avoir des problématiques d'abus sexuels dans la petite enfance. D'où la rage que peuvent avoir ces gens avec tous les process. Quand je parlais de colère, la fibromyalgie, c'est la colère à l'extrême, hein. C'est la rage. Et c'est encore une fois, c'est souvent des tempéraments qui sont très forts et qui ont dû être dominés pour pouvoir survivre, donc une énorme colère derrière. Et le problème avec ça, c'est que ce sont des personnes qui ont tendance à s'esquiver, c'est-à-dire qui ont tendance à trouver souvent, quand on parle, tu sais, je disais, il faut accepter l'émotion, il faut la reconnaître, mais il faut l'accepter, il ne faut pas être dans le déni. Et c'est des gens qui ont tendance à être très souvent dans le déni émotionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que
la souffrance émotionnelle pour eux liée à ce conflit est beaucoup plus violente, crée beaucoup plus de mal-être que le mal-être physique qu'ils peuvent ressentir au travers de leur fibromyalgie. Et puis c'est aussi le conflit. Il n'y a pas que le conflit d'abus, etc. Ça peut être aussi un conflit comment dire, d'opposition. L'opposition, c'est-à-dire qu'en fait, je fais une action, mais je me retiens en même temps. C'est-à-dire que j'ai envie de frapper, mais je me retiens. Dans la tête, c'est ça. C'est-à-dire que il va y avoir une action musculaire et antagoniste en même temps. Les deux muscles tirent en même temps. Ce qui fait que comme ça travaille tout le temps ensemble, les inflammations, les systèmes musculo-tendineux s'enflamment et créent la douleur et la souffrance tendineuse et musculaire. Donc c'est vraiment un truc très particulier, mais qui touche de plus en plus de personnes, et notamment des femmes. Des TMS, ce trouble-là. Comment? Ce trouble. Pour moi, on n'en parle pas dans les TMS. Ah, c'est ça. La fibromyalgie. Ah non, elle est pas. Mais alors, pour moi, c'est vraiment le TMS de l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les gens qui font du running, tu as les gens qui font du sprint, et puis tu as les coureurs de l'extrême, les Iron, ceux qui font des Iron. C'est-à-dire que c'est le summum, où tu as le sprint, le machin, tu as tout, quoi. Et pour moi, la fibromyalgie, c'est le TMS de l'extrême. Parce que le TMS, c'est toujours lié au processus inflammatoire, c'est-à-dire toujours de la colère. Là, on ne parle plus de colère, on parle de rage intrinsèque, qui vient s'exprimer au travers d'un point de vue cellulaire. Donc, c'est vraiment le TMS de l'extrême. Tu nous parlais tout à l'heure de l'acceptation de nos troubles et aussi de la libération. Donc, on va évidemment revenir là-dessus, mais avant, je voulais quand même que tu nous fasses un petit topo sur les fascias, nos flux liquidiens, parce que s'il y a inflammation. Je peux pas parler, ouais. Un petit exposé là-dessus, ça peut être intéressant pour bien comprendre aussi nos troubles émotionnels et le lien entre nos fascias, bien sûr, et les troubles émotionnels. Déjà, qu'est-ce qu'un fascia? Peut-être, je pense que ça peut... Alors, un fascia, c'est la raison pour laquelle bon nombre de kinés travaillent sur le corps au travers de ces fascias, de ces massages, etc., pour répondre à la question de Nicolas. Les fascias, c'est quoi? Si vous prenez un poulet et que vous enlevez la peau d'un poulet, vous avez une membrane blanche en dessous. Cette membrane, c'est ce qu'on appelle une aponévrose. On a exactement la même chose dans notre corps. C'est-à-dire qu'on est tapissé, tout le corps est tapissé de ces membranes à différents niveaux, superficiels, moyens, profonds, etc. Cette origine membraneuse, elle est d'origine crânienne, mais je referai un webinaire où j'en parlerai mieux, forcément, mais plus en profondeur. Mais c'est juste toutes ces membranes qui nous enveloppent et qui ont une origine crânio-sacrée, c'est-à-dire qui ont une origine diurmérienne, de la membrane diurmérienne, une des 3 méninges. Oui. Lors de notre développement embryologique, je vous expliquerai ça dans un autre webinaire ultérieur, lors de notre développement embryologique. Et donc, ces membranes ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas extensibles. Par contre, elles ont une autre particularité. C'est que ces membranes, c'est-à-dire je vous parlais d'eau moléculaire, cette eau moléculaire, la fluctuation liquidienne dans notre corps va se faire au travers des membranes. Donc, de tout ce qui est, je prends un exemple, ces membranes, elles viennent tapisser, elles descendent dans le développement embryologique, elles viennent tapisser les poumons, ça donne la plèvre. Puis ça vient tapisser les organes, ça vient donner le péritoine. Puis ça vient tapisser le foie, l'estomac, entre les deux, ça se réunit, ça fait le ligament hépato-gastrique par l'accollement membraneux facial, etc., etc. Puis ça vient tapisser toutes les fibres musculaires et à la réunification de toutes les fibres musculaires, il y a un accollement membraneux qui va donner le tendon. Donc tous nos tendons, ligaments, etc. sont des fascias, on va dire. Oui. Et donc ces fascias ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas extensibles. Par contre, ils ont une autre particularité, c'est que c'est eux, au travers des mouvements de la posture, de nos mouvements, qui vont générer les flux liquidiens d'un point de vue moléculaire. Et ces flux liquidiens sont, eux, à l'origine des flux et des modifications de flux neuroélectriques.
électrocardiogramme, électroencéphalogramme, électromyogramme, etc., etc. Et ce sont ces flux électriques qui sont à l'origine et qui vont remonter au travers d'un système qu'on appelle le système neurovégétatif. Ce sont ces flux électriques, donc le système neurovégétatif, je vais vous expliquer aussi ce que c'est, qui vont remonter au travers du système neurovégétatif pour être à l'origine au niveau de notre cerveau, de nos émotions, notamment de notre cerveau limbique, qui vont être à l'origine donc de nos émotions, ces flux électriques. Donc à l'origine de toutes ces émotions, il y a nos fascias. Et comment est-ce qu'on peut les impacter? Comment est-ce qu'on peut les influencer pour que ces fascias, finalement, nous fassent du bien? Bon, plusieurs choses. En travaillant sur le terrain, forcément. Le terrain, c'est ce qu'on verra sur un autre webinaire, c'est-à-dire au travers de l'alimentation, les toxines, l'hydratation, etc. Parce que ces fascias ne sont pas étirables, par contre, ils sont malléables, ils sont mobiles. Et par exemple, dès lors qu'ils sont, c'est la clé de voûte de notre système d'adaptation, physiologique, postural et émotionnel. Et dès lors qu'ils sont impactés négativement, ils vont perdre de leur mobilité et donc ils vont commencer à se densifier. Et forcément, en se densifiant, notre capacité d'adaptation va diminuer, mais surtout, ça va venir impacter les flux liquidiens qui vont être à l'origine de nos émotions derrière. Et donc, on peut impacter nos émotions au travers du terrain, c'est-à-dire l'alimentation, la respiration, l'hydratation, tout ce qu'on va dire dans un futur webinaire. Et puis, il y a aussi un autre travail qui est absolument fondamental pour pouvoir impacter ces fascias, c'est travailler soit au travers d'une approche, on va dire, globale, holistique, et ça, beaucoup de gens le font, au travers du pilate, au travers du yoga, que je conseille de pratiquer, au travers de la danse, au travers du stretching postural, etc., etc., au travers de toutes les techniques qui vont être des techniques manuelles, qui vont venir impacter ces fascias, et donc tout ce qui est fasciathérapie, ostéopathique, crânio-sacré, somato-émotionnel, microkinésie, etc., massage. Donc, d'où l'importance, et moi je fais partie de ces kinés qui massent systématiquement les patients, parce que il y a de plus en plus de kinés qui ne massent plus. C'est une des bases fondamentales pour moi. Pourquoi? Parce que ça vient impacter directement nos systèmes membraneux. Et puis, après, il y a forcément ce qu'on appelle le stretching, c'est-à-dire les étirements de fascia, notamment de ces plans superficiels, moyens, profonds, qu'il faut impérativement étirer. Sylvain, je voudrais qu'on avance maintenant. On a bien compris sur les fascias. Je pense que ce sera un webinaire à lui tout seul, d'ailleurs. À lui tout seul, oui, tout à fait. Ouais. Bon, on vous donne à chaque fois, nous, des petits outils, on vous donne des enseignements, et puis après, l'idée, c'est d'aller plus loin. J'aimerais qu'on reparle de l'acceptation. Donc, une fois qu'on a pris conscience de notre trouble émotionnel, accepter, on a bien compris que c'était une des règles fortes à aujourd'hui respecter. Et ensuite, la libération. Je voudrais qu'on revienne sur la libération. Tu parlais d'une lettre tout à l'heure qu'on pouvait s'écrire ou qu'on pouvait écrire à la personne, pas forcément lui envoyer d'ailleurs, mais l'écriture est un très bel outil. Moi, je l'utilise beaucoup quand je coach les personnes. C'est un très, très bel outil de libération. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui, par exemple, ont une tendinite, ont une aponevrotite, ont je ne sais pas, un lumbago, un torticolis. Essayons d'être dans ces 4 exemples et essayons de voir quelle lettre on pourrait écrire comme ça. Alors, c'est pas forcément une lettre parce que c'est souvent lié, je l'ai dit tout à l'heure, à l'émotion de colère. C'est-à-dire qu'il faut libérer cette colère. Okay. Deux façons de libérer la colère. Soit la libérer de façon... Il y a des émotions qu'on ne peut pas libérer de façon consciente. C'est-à-dire, donc, soit libérer cette colère de façon, ce que j'appelle la libération consciente émotionnelle. C'est-à-dire, je libère de façon consciente. Il y a plein de façons pour libérer les émotions. Il y a l'EFT, il y a le MDR, le mouvement des yeux, donc l'Emotional Freedom Technique, il y a l'hypnose, la PNL, etc. Enfin bref, le coaching avec différentes techniques de coaching. Il y a plein de moyens de libérer les émotions. Par contre, ce qui nécessite souvent un accompagnement derrière, un thérapeutique ou d'accompagnant. Par contre, il y a des techniques très simples pour libérer soi-même ces émotions. Déjà, dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la libération consciente émotionnelle, c'est-à-dire je libère. Exactement comme ferait un enfant
qui a 3 ans et qui, comment dire, un enfant, quand il a 3 ans, il ne se pose pas de questions. Il a une émotion, tu le sais, on le sait tous. Hein. On lui donne un cadeau, il éclate de rire, il est heureux, et il est tout content. Un petit copain passe, il prend le cadeau et s'enfuit avec, il va se mettre à taper des pieds, il va être énervé, il va taper des pieds, il va piquer une crise, voire il va pleurer parce qu'il est triste. Et puis là, on reprend le cadeau, on lui redonne, on lui fait un gros bisou, immédiatement, il éclate de rire et il est tout de suite heureux. C'est-à-dire qu'il passe, l'émotion arrive, pam, 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 ça ressort tout de suite. Et puis à partir de 3 ans, on nous dit, il faut pas pleurer, ça se fait pas. Enfin, tu le sais, Sylvain, les garçons, ça pleure pas. Il faut pas crier, il faut pas se rouler par terre, il faut pas taper des pieds. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous, etc., etc. Enfin bref, on commence à nous mettre des barrières. Puis après, système éducatif, comme disait Don Miguel Ruiz, le formatage vient venir nous mettre des barrières. Et puis après, on se les met tout seul, ces barrières, parce qu'on est programmé pour se les mettre. Et donc, nos émotions, elles rentrent et on se les garde. Ouais. Et elles ne ressortent jamais. Et à partir de là, notre corps, c'est un petit peu comme une cocotte minute, on va dire, avec des choses qui rentrent, mais qui sortent jamais. Jusqu'au jour où, poum, ça pète. Et ça va péter au travers de quoi? Soit d'un conflit émotionnel, c'est-à-dire d'un burn-out, d'une dépression, etc., soit au travers d'une pathologie qui va se mettre en place, qui est en lien avec ces émotions. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir la soupape, comme une cocotte minute, pour laisser ces émotions évacuer. Donc, cette soupape, c'est la libération émotionnelle. C'est-à-dire dire, OK, j'ai de la colère, qu'est-ce que ferait un enfant de 3 ans? J'ai de la tristesse, que ferait un enfant de 3 ans? C'est-à-dire libérer. Il va libérer. Et on va libérer la colère. Comment on libère de la colère de façon consciente? Tout simplement, je me mets à l'écart. Moi, je le fais régulièrement. Hein. Je me mets à l'écart quand j'ai la pression qui monte, que ce soit en famille ou dans le professionnel ou peu importe. J'ai une pression qui monte. Je vais me mettre à l'écart. Ça peut être à l'écart à la gare, dans les toilettes de la gare, dans les toilettes du train, ça peut être n'importe où. Et en conscience, silencieusement, façon HLM, je libère toute ma colère. C'est-à-dire, je la fais sortir. Mais ce qui est très, très important dans la libération, ça peut être dans sa chambre avec un oreiller sur la tête, etc., etc. Ça peut être en donnant des coups dans l'oreiller, mais en visualisant et surtout, le plus important, en y mettant la conscience du pourquoi on le fait. C'est pas juste les gens me disent, mais moi je le fais, je crie dans ma chambre, je crie, je libère. Je dis non, quand tu cries, tu libères de l'énergie. Ouais. Mais si tu cries pour crier, tu libères pas en conscience, donc tu libères pas l'émotion. Pour libérer l'émotion, il faut être dans la pleine conscience de ce que l'on fait, d'où l'importance du travail de pleine conscience. Je libère en conscience. Ceci dit, il y a des émotions qu'on ne peut pas libérer, même en libération comme ça consciente. Par exemple, lesquelles? la rancœur. La rancœur. Si, là, par exemple, de la jalousie. Non, on va libérer au travers de la rancœur, on va libérer la colère que génère la rancœur. Mais on ne va pas libérer la rancœur. Au travers de la jalousie, on va libérer pareil la colère que génère cette jalousie. Mais on ne va pas libérer la jalousie en elle-même. Et donc, certaines émotions comme ça, et c'est pour ça que beaucoup de coachs, dont tu fais partie, travaillent sur l'écriture pour libérer les choses, c'est qu'à ce moment-là, on va demander de la libérer au travers de l'écriture. Moi, je le fais, après, il y a plein de façons de le faire. Absolument. Mais moi, je le fais au travers de la lettre. Donc, j'écris une lettre à la personne envers qui j'ai, ou à la personne, au système, à l'entreprise, peu importe, hein, à l'événement, peu importe, envers qui j'ai cette émotion-là. Et je vais noter, là, en l'occurrence, quand j'avais ma thalalgie du tendon d'Achille, je l'ai fait vis-à-vis de ma mère. Donc, j'ai écrit à ma mère et j'ai mis tout ce que j'avais sur le cœur qui me pesait à ce moment-là et que je n'arrivais pas à lui... Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne vivante, comme tu disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui est décédée, qui n'est plus là, peu importe. Le cerveau, notre cerveau limbique, il faut bien comprendre une chose très, très, très importante, tu le sais, mais je pense que certaines personnes ne le savent pas. Notre cerveau limbique ne fait absolument aucune différence entre le virtuel, donc l'imaginaire, et la réalité. Quand on écrit une lettre à quelqu'un pour exprimer quelque chose, pour notre cerveau limbique, c'est comme si on le disait, c'est comme si on le faisait. Exactement.
Et donc, j'écris cette lettre. Par contre, je vais juste rajouter quelque chose de très important. C'est que quand j'écris cette lettre, moi personnellement, je ne fais surtout pas une chose qu'on m'avait appris, que mon coach m'avait appris à faire au départ, mais que je ne fais absolument jamais, c'est prendre la lettre et la brûler ou la déchirer ou la jeter. Parce que pour mon cerveau limbique, si je prends la lettre et que je la brûle, c'est que je ne l'ai pas envoyée. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma lettre, j'ai écrit maman, j'ai mis un timbre et j'ai écrit Bastia. Et j'ai mis dans une boîte aux lettres. Des mamans à Bastia, il y en a. Forcément, quand elle était arrivée, le facteur, il a dû la prendre, il a dû la jeter. Mais ça, mon cerveau limbique, il ne le sait pas. Pour mon cerveau limbique, je l'ai envoyé. Et je l'ai envoyé à maman. Donc, j'envoie systématiquement la lettre. Si je veux envoyer à une entreprise, je vais marquer, par exemple, si c'est, je veux envoyer une lettre, j'ai de la rancœur vis-à-vis, je sais pas, de la société. Alors, je prends un exemple au hasard, hein. Je sais, peut-être pas citer de marque, j'ai de la rancœur vis-à-vis de la société Tartampion. Donc, je vais écrire la lettre au PDG de la société Tartampion. Je vais mettre mon timbre. Je vais écrire sur l'enveloppe, Monsieur le président directeur général ou le PDG de la société T, une ville, peu importe. Ça peut même être une ville qui n'a rien à voir. Je mets une ville ou je mets un département et je mets dans la boîte aux lettres. Je sais, en conscience, mon conscient sait que la lettre n'arrivera jamais. Par contre, mon subconscient, lui, j'ai fait la lettre, j'ai libéré, j'ai envoyé. Donc, je libère toujours comme ça. Et on a toujours des choses. Après, on peut libérer. Il y a d'autres outils, hein, les petits boulots d'allumettes. Il y a Farid. Je vais écrire un bottin, c'est très drôle. Ah bah oui. Ben, on a tous, alors Farid, on a tous des bottins. On a tous des bottins en puissance, hein, je vous le dis tout de suite. On a tellement de choses à libérer. Absolument. Merci en tout cas pour ces conseils qui sont des conseils bien pratiques et moi j'adore ça. Hein, tu sais, c'est toujours important pour moi qu'on aille dans le concret et que les personnes qui nous écoutent repartent vraiment avec des outils qu'ils peuvent faire ce soir. Donc la lettre, ils peuvent la faire ce soir. Dès ce soir. Absolument. J'aimerais qu'on s'arrête sur le programme en ligne que tu proposes ce soir et après on va prendre quelques questions. On est un petit peu tardé dans le temps, mais en même temps, écoutez, c'était passionnant et donc moi je trouve que c'est aussi, on est allé loin dans les différents troubles musculaires. En tout cas, tu as un programme en ligne que tu proposes qui s'appelle la neurophysiologie au service de la prévention évidemment des TMS. Un petit mot peut-être sur ce que va nous apporter concrètement ce programme. Qu'est-ce qu'on y trouve? Quel message tu as voulu faire passer surtout dans ce programme? Ce programme, je me suis régalé à le faire pour Vivo Vojo. Ce programme, il est d'une complétude pour moi absolument génial parce qu'il parle un petit peu de tout. Pas un petit peu, il parle globalement de tout. Et on a plein d'outils tout le long pour pouvoir régler ces troubles, mais ça impacte tout en même temps. C'est-à-dire c'est une conscientisation totale de nos mécanismes de fonctionnement qui va venir traiter tout et tous les accès, on va dire, avec plein de conseils et plein de cas concrets qui sont liés au fait avec après des choses qu'on fait au quotidien, hein, pousser des chariots, quand on travaille par terre, quand on porte des objets, quand on va réparer quelque chose, jardiner, etc., etc. Il y a plein d'outils dans tous les cas de situation, dans le facteur déclencheur, encore une fois. Hein. Oui. Et puis, il y a le facteur le terrain et il y a l'émotion derrière avec pareil des outils où je reprends ce que je dis là, en webinaire, mais de façon plus impactante, plus détaillée. Tout ce travail sur les fascias. Enfin bref, c'est vraiment la complétude totale de ce qu'on peut faire en matière de... Ouais, tu nous parles aussi beaucoup il y a différents modules hein, sur la respiration, sur l'alimentation aussi, hein, sur la posture bien évidemment. Il y a plein de choses. Et c'est un programme intéressant sur la prévention. Sur quoi, pardon? Prévention. Sur la prévention, bien sûr. Mais c'est surtout, moi je dis toujours qu'on ne peut changer que ce que l'on connaît. C'est-à-dire que pour que les gens puissent impacter leur souffrance au quotidien,
ils ne peuvent le faire que s'ils sont dans cette conscience Hmm. de ce que sont ces souffrances au quotidien. Et arrêter de se positionner comme des victimes, on va dire, parce que c'est malheureusement notre mécanisme le plus récurrent, c'est je suis une victime de ce problème et si j'ai mal, c'est parce que j'ai été MS, parce que je travaille, je soulève du poids ou j'ai un métier qui fait que je répète les gestes, etc. C'est plus ma faute, c'est la faute d'eux. C'est la Et ça, c'est juste ce qu'il faut retirer. Et cette formation retire tout ça. Et elle remet les choses à leur juste valeur. Donc, il y a plein de choses. Je vois, juste, excuse-moi, je vois une question là de Nicole. Les différences SVP dans votre interprétation sur les tendons et les ligaments. Deux choses différentes. Le tendon, c'est toujours dans une notion de mouvement d'un point de vue décodage et analyse. Donc, il y a toujours la notion d'action. Le ligament, ça stabilise. Il n'y a aucune action dynamique dans un ligament. Un ligament, c'est un ligament entre un foie et c'est un ligament entre un organe et une structure osseuse. Ça vient stabiliser. Le tendon, dans le terrain, c'est exactement la même chose. Par contre, dans l'émotion, le tendon, il y a la notion dynamique, c'est-à-dire de mouvement, d'action, qu'il n'y a pas dans le ligament. Tout ça, c'est juste pour répondre à la question de Nicole. Ça, c'est expliqué dans la formation. C'est une formation extrêmement complète. Vous avez une offre de lancement ce soir, comme à chaque fois, à chaque webinaire, de moins 40%. Et la formation est au prix de 234 € au lieu de 390. Et comme d'habitude, vous pouvez payer en plusieurs fois, de 2 ou 4 fois. Et cette offre est valable. Alors là, c'est comme ça. C'est jusqu'au lundi 6 juin à minuit. Donc 234 € au lieu de 390. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette formation et dire aussi, oui. Oui, juste, je voulais dire aussi quelque chose de très important, c'est que beaucoup de gens qui nous regardent sont des personnes qui sont déjà clients chez Vivo Vojo, qui ont déjà acheté plusieurs formations chez Vivo Vojo, etc. Il faut juste comprendre une chose, c'est que j'ai la grande chance et le privilège de faire partie d'un groupe, on va dire, Quator, qui se décline ensuite avec plein d'autres personnes, dont tu fais partie, d'un programme qui s'appelle le programme Dynamica. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'on est dans ce programme Dynamica, on a 60% là aujourd'hui, mais on a aussi 40% systématiquement permanent, de façon permanente toute l'année sur toutes les formations, avec en plus un privilège en fin d'année, c'est qu'on a l'équivalent de son abonnement annuel en formation offerte à la fin de l'année. Donc voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir me suivre et suivre mes formations, soit direct, soit par le biais de Dynamica, qui est cette plateforme qui est absolument extraordinaire parce qu'en fait, elle apporte plein d'autres visions de médecins, de thérapeutes, etc., de personnes qui sont dans l'accompagnement, mais avec des visions synergiques et complémentaires à tout ce qu'on peut dire tous individuellement. Donc voilà, je tenais juste à notifier ça, c'est très important. Parce que c'est très avantageux pour vous d'aller regarder un peu toute cette formation Dynamica, avantageux à plein de niveaux. D'une part, au niveau du contenu, vous avez un contenu de dingue. C'est vrai que c'est vraiment une plateforme qui est absolument incroyable où on parle de tout et c'est le démarrage. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir une complétude d'informations et avantageux aussi, bien sûr, au niveau financier. Parce que vous avez à chaque fois plein de réductions sur les différentes formations, comme le disait Sylvain. Et c'est pour vraiment une transformation en réalité profonde et durable. Et on est là aussi pour ça, pour vous apporter cette transformation durable et profonde. Alors, je vous propose maintenant qu'on prenne quelques questions. Parce que, ben voilà, c'est toujours... Ah oui, je réponds à la question de Farid. Sommes-nous accompagnés dans ce moment par des webinaires avec Sylvain? Oui, dans Dynamica. Oui, dans Dynamica, absolument. Dans Dynamica, comment dire, faut comprendre comment fonctionne Dynamica. Dynamica, il y a des capsules qui sortent toutes les semaines avec des webinaires derrière, donc de moi et puis d'autres intervenants sur des sujets variés, on va dire très variés. Et donc, il y a toujours un lien au travers du forum, au travers de discussions, etc., des outils qu'on donne, des petites capsules, etc. Il y a toujours un lien derrière avec les abonnés. Donc, au travers de Dynamica, tu peux bien me le dire, oui, il y a ce lien, Farid,
absolument. euh, avec moi et d'autres à travers du Dynamica. Voilà. Et puis c'est Par 50. contre, Merci pour merci pour Karina qui est derrière et qui nous dit, petite précision, la réduction sur ce programme pour les abonnés de Dynamica est de 50% et non de 40%. Merci. voilà, c'est-à-dire que ma formation coûte 40% jusqu'au 6 et en passant par l'abonnement Dynamica, on Absolument. l'a à 50. À 50%. Allez, on en vient en question-réponse. Avant Oui. de vous laisser aller tranquillement aller vers votre lit. Alors, je vais prendre quelques petites questions. Donc, tu as parlé des ligaments. On va bien. Ah, il y a Anne, c'est intéressant sur la libération. Elle nous dit, brûler, c'est parfois reconnaître et pardonner. La résilience aussi. Chacun sa recette, finalement, au final. Bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, mais chacun fait. Moi, pour moi, dans ma compréhension des mécanismes limbiques, il est important pour moi, mais encore une fois, ce n'est, comme je disais tout à l'heure en début de webinaire, ce sont mes clés avec ma vision à moi. Exactement. Il y a Marivonne qui nous demande si la personne est décédée, est-ce qu'on envoie une lettre au paradis? C'est une jolie question. Non, on envoie, c'est très joli, ouais. On l'envoie où on veut, Marivonne. On peut l'envoyer au paradis, on peut l'envoyer là où elle habitait avant. Vous l'envoyez où vous voulez. L'important pour moi, c'est de l'envoyer encore une fois. C'est qu'il y ait un timbre et qu'on la mette dans la boîte aux lettres. Alors, la différence, il y a des différences. Oui. Il y a une différence entre ostéopathe, éthiopathe, kinésiologue. Est-ce que tu peux bien nous rappeler ces trois différences? Alors, d'abord le kinésio. Le kinésio n'a rien à voir avec l'ostéo et l'éthio. Le kinésio va travailler à la fois sur les schémas émotionnels au travers de testing musculaire. Il va interroger la mémoire, on va dire, il va interroger le subconscient par des questions directes, c'est communication, c'est vibratoire. Pour moi, la kinésio, elle est vibratoire. Oui. Elle est de cerveau à cerveau au travers d'un testing musculaire qui va venir permettre de corriger, de libérer, on va dire, des schémas émotionnels et énergétiques. L'ostéo et la kinésio et l'éthiopathie, il faut comprendre comment c'est arrivé. Au départ, l'ostéopathie a été conçue aux États-Unis par le docteur Steele, est arrivé fin du 19e, fin du 20e, fin du 19e, début 20e, est arrivé par l'Angleterre en Europe. De l'Angleterre est descendu en France et puis a basculé vers l'Allemagne, etc., et notamment vers la Suisse. Et quand c'est arrivé en Suisse, dans l'enseignement, les ostéopathes, on va dire, suisses, se sont dit non, ostéopathie, c'est pas réellement la véritable, on va dire, le nom approprié, puisque ostéon, c'est la structure, et pathie, la pathologie. Donc, c'est la pathologie de la structure. Il manque quelque chose de très important, c'est la pathologie originelle. Et donc, ils ont du coup appelé ça l'éthiopathie. Mais dans l'enseignement, il est quasiment identique, hein, l'enseignement d'éthiopathie et d'ostéopathie. Après, dans ces flux ostéopathie et éthiopathique, il y a des courants qui sont des courants structurels, des courants faciales, enfin énergétiques, somato-émotionnels, fonctionnels au travers de chaînes musculaires. Je veux dire, chacun et chaque école y met son approche, mais la base, elle est exactement identique. Il y a Stan qui nous demande au niveau du poignet, est-ce que vous pouvez nous préciser la colère qui est à l'origine de ça? Alors, le poignet, c'est assez particulier parce que c'est un lien qui est entre le coude. Donc, le coude, c'est la puissance et l'avant-bras, la protection. Et en fait, c'est la transition entre ma force, ma position sociale et ma relation à l'autre. Donc, c'est souvent lié à une dévalorisation de ne pas pouvoir assurer un rôle, une fonction, une tâche. Et puis, il y a autre chose que je voudrais derrière rajouter, c'est je parlais tout à l'heure de décodage, d'analyse transgénérationnelle. Il y a souvent des mémoires, d'un point de vue transgénérationnel, des mémoires de menottes.
Donc, ça peut être des mémoires de bagne, par exemple, ou d'emprisonnement, qui vont être revécues et exprimées au travers de douleurs sur les poignets. Donc, il y a cette notion-là. Mais c'est souvent lié à une dévalorisation de ne pas pouvoir assurer la fonction, la tâche à laquelle je suis, on va dire, qu'on me demande de faire, ou je me donne l'objectif de faire. Un mot sur l'arthrose, peut-être. Il y a quelques questions sur l'arthrose. Alors, l'arthrose, on n'est plus dans les TMS. Hein. Ouais, donc, l'arthrose, c'est souvent un conflit de dévalorisation. Après, en fonction du niveau de l'arthrose, ça va être, en fonction, ça va être la symbolique, elle est toujours pareille, quoi, je veux dire. Mais c'est souvent un conflit de dévalo. Il faut savoir que l'arthrose, il y a surtout un phénomène très très important, c'est le terrain. Le terrain est fondamental aussi dans l'arthrose. Comme dans les discopathies, hein, c'est pareil. Je peux avoir. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que on le sait, par exemple, les discopathies, c'est très très lié à l'hydratation, parce qu'un disque, c'est 90%, 99% pour le nucléus d'eau. Donc et l'eau, c'est incompressible. Donc c'est ça qui fait que quand on est carencé en eau, mais ce qu'il faut, ça va forcément faire une discopathie. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi on devient carencé en eau. Et ce qui fait qu'on devient carencé en eau, ce sont nos conflits émotionnels. Voilà. Donc, mais l'arthrose, c'est toujours lié après à différents niveaux, mais toujours lié à un facteur de dévalorisation. Névralgie, est-ce que ça fait partie des TMS, ça, les névralgies? Non, parce que les névralgies, il y en a plein. Okay. Névralgie d'Arnold, etc. Il peut y avoir des névralgies d'Arnold, il peut y avoir des névralgies cervico-brachiales, des cruralgies. La cruralgie, c'est une névralgie. La sciatique, c'est une névralgie. C'est toujours pareil, c'est toujours lié à des choses. J'ai lu passer tout à l'heure. On a lu passer une parce qu'il y en a quand même beaucoup. N'hésite pas. Il y a plein de questions. Moi, je regarde, j'arrive pas à retrouver. On en a déjà. Arthrose à hanche, on a dit. Mal de coude, on en a parlé tout à l'heure, Josiane. Ouais. Y aura-t-il un replay de ce webinaire? Bien sûr. Pardon, peut-il résoudre l'épaule gauche et l'épaule droite. Gauche et droite, tu peux nous gauche et droite? C'est très différent. Ouais, très différent. Alors, ça dépend si on est gaucher ou droitier. Hein. D'accord. Donc, je vais parler en tant que droitier. D'accord. Ok. L'épaule gauche, c'est un conflit de dévalorisation en tant que parent. Okay. L'épaule, c'est ce qui nous permet de tenir, de prendre dans nos bras, de serrer contre nous, hein, de prendre les gens contre nous. C'est toujours un conflit de dévalo qui est lié à son rôle de parent, on va dire. Je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère. Inconsciemment, encore une fois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors que l'épaule droite, pour un droitier, c'est un conflit d'identité en tant que, non pas en tant que parent, mais en tant que mari ou épouse ou en tant que travailleur dans l'action. C'est donc la dévalorisation par rapport à l'autre. L'autre, ça peut être le partenaire, ça peut être le collègue de travail. C'est toujours lié à la position sociale ou maritale ou frère et sœur, les autres. D'accord? Mais on n'est plus en tant que parent. Donc, c'est la relation à l'autre. Ça peut être aussi la relation par rapport à comment dire, quand je dis l'autre, qu'on doit protéger, qu'on doit garder contre nous, qu'on doit accompagner, qu'on doit... Et donc, je suis un mauvais partenaire, je suis un mauvais collègue, je ne donne pas ce que je devrais donner, etc. Je suis un mauvais frère, je suis une mauvaise sœur. Et juste si on prend les différentes parties du corps, hein, on ne va pas donner soit l'épaule, soit le genou, etc., mais gauche et droite, parce que ça peut donner peut-être une indication, est-ce que ça peut être général comme ça? Alors non, voilà. Alors moi je vais être très clair avec vous. En fonction, si on est pour certaines pathologies droite et gauche, il n'y a pas de lien réel. Okay. Sur des épaules, sur des coudes par exemple, gauche-droite, c'est toujours à peu près la même chose. Sur les poignets, gauche-droite, c'est toujours à peu près la même chose. Sur les épaules, ça va changer. Sur les seins, bon là les seins, on n'est plus sur pathologie du sein, on n'est plus sur du TMS, mais ça va changer aussi. Après, on a juste à inverser si on est gaucher ou droitier. Mais rares sont les pathologies où on va avoir globalement, ça va être la même signification droite-gauche. Rares sont les endroits où il y a une différenciation, parce que quand il y a une différenciation, c'est toujours souvent sur les endroits où il y a une notion de le tronc par rapport au tronc notamment, parce que le tronc c'est autour du cœur
la puissance du cœur. Et donc, que ce soit le sein, que ce soit l'épaule, etc., c'est ce qui va venir prendre, c'est ce qui va venir rapprocher de soi. Donc, en fonction du parent, si on est parent ou ami ou collègue, les notions sont très différentes. Par contre, le périphérique, il y a plus de différenciation. Alors, si, il peut y avoir dans l'action, là où je peux mettre une différenciation aussi, c'est peut-être dans l'action aussi. C'est-à-dire, moi, alors certains ne le font pas, moi je le fais, en matière notamment de tout ce qui est pathologie de la cheville, dans l'aspect féminin ou dans l'aspect masculin, c'est-à-dire l'action. Pas forcément le père hein, ou la mère, ça peut être aussi dans l'action ou dans l'être. Donc, en fonction, par exemple, cheville gauche ou cheville droite, si je suis sur une cheville gauche, je vais être plus, pour moi, dans le féminin. Si je suis en cheville droite, j'ai plus être dans le masculin. Juste une chose que je conseille, parce que moi, je ne suis pas un thérapeute, on va dire, en analyse transgénérationnelle ou en décodage biologique. Il y a des gens qui le font très, très bien. Le but de ce webinaire, le but de mes formations derrière, c'est pas de travailler sur le décodage, parce que c'est de prendre conscience de l'impact de ces émotions et de ce décodage sur votre quotidien et sur votre vie. Il y a des gens qui le font très très bien, il y a des thérapeutes en décodage biologique, etc. Mais il y a surtout des gens qui ont écrit des livres absolument extraordinaires. Je voudrais juste, si je peux me permettre, en conseiller un aujourd'hui, ce soir, parce que pour moi, c'est vraiment la référence. Il y a des gens comme ça qui font office de référence. Il y a un monsieur qui s'appelle le docteur Olivier Soulier, qui est pour moi une des références majeures en matière de symbolisme du corps humain, donc le sens de la maladie. Et il y a un autre monsieur qui s'appelle Christian Flech, qui a écrit ce livre. Et ce livre-là, moi, c'est celui-là. Alors ça, c'est une Bible pour moi. Je vous invite, je fais la pub pour Christian Flech, je suis désolé, mais je vous invite à regarder, à avoir son livre, parce qu'il est absolument extraordinaire. Il y a quasiment tous les symbolismes qui sont écrits dedans. Donc, il suffit, quand on est dans une pathologie, de regarder, d'en prendre conscience et de libérer. Voilà. Moi, mon rôle, c'est de vous expliquer comment il faut en prendre conscience et comment derrière libérer. Après, la pathologie et le conflit émotionnel, je ne suis pas encore une fois, un thérapeute en décodage biologique. Je vous donne ce que je sais en toute humilité, mais c'est pas mon rôle, c'est pas ma fonction. Il y a des gens qui le font très, 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 très bien. Et laissons à César ce qui appartient à César. En tout cas, ce que tu as très bien fait ce soir, c'est de nous disséquer tout ça, nous expliquer le lien, bien évidemment, qu'il y avait entre nos émotions, nos ressentis et nos TMS. Je pense que on a bien compris aussi toutes les TMS qui se terminent en IT, avec cette notion de colère. Tu nous as donné des explications. Voilà, des explications sur aussi comment libérer, comment prendre conscience, comment exprimer sa colère. Donc, on retient quand même que c'est important d'aller exprimer sa colère. Allez exprimer votre colère, que ça dure pas des années, parce que libérez-vous de cette colère. Libérez-vous, libérez votre colère. Et puis, écoute, est-ce que tu voulais terminer avec une idée forte sur ce webinaire, quelque chose que tu souhaiterais préciser pour terminer en beauté ce webinaire? Alors, en beauté, je sais pas. La seule chose que je vous conseille, mais vraiment du fond du cœur, hormis la libération, etc., les deux choses que je vous conseille de faire sont en lien avec votre système membraneux, parce qu'encore une fois, c'est votre système membraneux qui est à l'origine de tous ces fluides liquidiens et de ces émotions. C'est lui qui va adapter, c'est lui qui va créer, c'est lui qui va être le générateur de vie. C'est cette eau moléculaire que vous avez. Donc, deux choses. La première chose, c'est faites très attention à l'eau que vous consommez. Consommez en quantité suffisante. Nous sommes des êtres hydriques. C'est quoi une quantité suffisante? Comment? C'est quoi une quantité suffisante? C'est une quantité suffisante, c'est avoir au moins, on va dire, 60% de son alimentation qui est une alimentation riche en eau. Ok. C'est-à-dire fruits, légumes, aliments germés. Et consommer l'eau que l'on boit, qui va principalement servir à drainer, à éliminer, à nettoyer, qui ne va pas être imprégnée. Il n'y a que 25% de l'eau que l'on boit qui s'imprègne au niveau des membranes cellulaires. 75%, 75% part et sert à drainer. C'est la raison pour laquelle il faut compenser derrière avec de l'eau que l'on mange. Mais surtout, la quantité suffisante, c'est que j'ai tendance, et souvent on me dit, ouais, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour.
et moi aussi, j'ai tendance à dire il faut boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. En fonction de nos poids, cette quantité d'eau moyenne, elle évolue. C'est-à-dire que si je mesure 1,95 m ou 2 mètres, forcément, je bois pas, c'est en fonction surtout de notre poids, hein, je vais pas boire la même quantité d'eau que si je pèse 45 kilos en mesurant 1,53 m. Donc forcément, je vais varier ma quantité. C'est une moyenne pour 1,65 m, 68, 70, on va dire c'est 1,5 litre. Donc il faut boire à minima, si on est à plus d'1,65 m, à minima 1,5 litre, mais surtout avoir au moins 60% de son alimentation riche en eau. Bien sûr, en faisant attention à l'eau que vous consommez, ça c'est fondamental, parce qu'on est, rappelez-vous, émotionnellement l'eau que l'on consomme. Et d'un point de vue moléculaire, et mais on en reparlera, c'est passionnant. Et deuxième chose, c'est prenez soin de votre système membraneux, c'est-à-dire étirez-vous, faites des étirements, faites du yoga, des choses qui vont venir impacter positivement ce système membraneux. J'ai attendu, moi personnellement, trop longtemps. J'ai longtemps pratiqué les arts martiaux et je me suis reposé, entre guillemets, sur mes arts martiaux en me disant c'est bon, je joue, j'ai fait ce qu'il fallait faire, etc. Et je me suis découvert que très tardivement, on va dire, l'importance que pouvaient avoir des techniques comme le stretching postural ou le yoga, notamment le yoga. Il y en a une magnifique formation sur Vivo Vojo que j'ai suivie, qui est Julie Yoga. Pratiquez, étirez, prenez soin de votre système membraneux. C'est fondamental, c'est la clé de voûte de votre adaptation. Merci infiniment. Comme d'habitude, à chaque fin de webinaire, on ressort avec plein de contenu, plein d'enseignements. C'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de partager avec toi. Et, de suivre ces enseignements. Vous remercier aussi pour vos questions, pour votre bienveillance dans le chat. Merci à vous. Merci d'être assidus à notre plateforme. La plateforme avec abonnement et réduction, vous aurez à 50%, vous aurez toutes les informations par mail dès demain dans votre boîte email, bien évidemment, avec, comme vous le savez maintenant, le replay de ce webinaire pour toutes les personnes qui souhaitent soit le réécouter, soit, pourquoi pas, eh bien, une nouvelle fois, peut-être, parce que c'est vrai que tu donnes tellement de choses que c'est pas mal aussi de mettre sur pause et de le réécouter. C'est toujours intéressant et on sait que c'est par l'assiduité et la répétition que les choses rentrent à l'intérieur de soi. Je vais me permettre de donner un dernier conseil aux personnes qui nous suivent. La vision qu'on peut avoir d'un webinaire, comme une formation, hein. Souvent, les gens achètent une formation et puis la font et puis après, arrêtent de la faire et puis ne la regardent plus. Et je dis toujours, c'est une erreur majeure, c'est-à-dire que la vision qu'on en a à l'instant T, quand on revient dessus X temps après, la vision, on a changé, on a évolué et la vision qu'on en a va évoluer avec nous. C'est-à-dire qu'on n'a plus la même vision. On voit des choses qu'on n'avait pas vues, on se rend compte de choses, on prend conscience de certaines choses dont on n'avait pas pris conscience. C'est exactement la même chose concernant le webinaire. C'est-à-dire que même si vous avez vu ce webinaire, n'hésitez pas, dans quelques temps, à le re-regarder pour avoir une vision différente de ce webinaire. Vous allez voir que votre vision change. C'est un petit peu comme quand on va voir un film et puis qu'on le revoit, on se rend compte qu'on a vu il y a des scènes qu'on n'avait même pas vues et dont on n'avait pas conscience lors de la première projection. C'est exactement la même chose avec un webinaire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très jolie soirée. À toi aussi, Silver. On se revoit vite de toute façon sur la plateforme Dynamica et sur la plateforme Vivo Vojo. En tout cas, on vous souhaite vraiment une belle nuit. Prenez tous ces outils, prenez tous ces enseignements et puis soyez dans cette responsabilité vis-à-vis de vous parce que vous êtes votre plus beau temple et votre plus belle cathédrale. Donc, l'idée, c'est de nourrir tout ça avec bienveillance. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Tu veux un dernier mot? Merci, un dernier mot, et je vois passer la question, et soyez dans la gratitude, soyez dans le pardon, Absolument. Soyez dans l'acceptation, et soyez dans l'amour. Le pardon, c'est l'amour, et le pardon résout la colère en partie. Absolument. Le pardon ne veut pas dire oublier. Voilà. À tout bientôt, merci beaucoup, et à très vite sur notre plateforme. À très vite, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.